Bonjour à tous. On va démarrer cette table ronde sur la, je vais y arriver, sur la neurodiversité au travail. Moi aussi, j'ai un peu de trac, hein, ça démarre. Et quelles responsabilités et opportunités dans l'entreprise. Donc pour parler de neurodiversité, on a avec nous plusieurs intervenants et intervenantes. Donc on va commencer dans l'ordre. Alors si vous voulez bien vous présenter un peu vos fonctions, alors, on a un peu de temps pour commencer par ça. Donc on va commencer par Elisabeth Chungui. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous. Je suis directrice responsabilité sociétale du groupe Orange, c'est-à-dire que je pilote à la fois la stratégie de RSE du groupe, la diversité et l'inclusion, et également la Fondation Orange. Très bien, on va continuer avec Justine Labelle. J'ai l'impression de passer après toi. Non, mais moi aussi j'ai le trac, hein, je te rassure. Bonjour, Justine Labelle, je suis responsable affaires publiques au sein de SAP France et je suis aussi membre du comité handicap et du programme Autism at Work puisque je suis autiste Asperger. Enchantée. Très bien, on va continuer avec Véronique Busserel, comment vous le prononcez? Je ne veux pas faire d'erreur. Bustrel, ça me va très bien. Busserel, voilà, parfait. Oui, bonjour à toutes et tous, Véronique Bustrel, je suis directrice de l'innovation, de l'évaluation et de la stratégie à la GFIP. Et nous avons à cœur, et nous sommes ravis d'être ici présents, puisque nous avons à cœur de travailler sur les questions des diversités. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Et enfin, nous avons Kevin, alors pareil, Rebecki. Autant faire dès le départ bien. Donc à toi Kevin. Alors bonjour tout le monde, donc moi je suis en train de finir ma thèse en sciences de l'éducation sur la créativité et je viens d'obtenir donc un poste d'attaché de recherche d'enseignement à l'université et je vais travailler sur la neurodiversité notamment. Voilà. Très bien. Je vais quand même me présenter, parce que ce n'est pas forcément évident sinon. Donc Ghislain Remy, je suis chargé de mission handicap étudiant de l'université Paris-Saclay. Voilà, je suis maître de conférence aussi, mais dans un tout autre domaine, le génie électrique, donc qui n'a rien à voir. Et depuis une vingtaine d'années, je suis dans le milieu du handicap. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de neurodiversité au travail. Vous avez un peu tous les acteurs, si vous regardez bien. Vous avez des personnes qui sont de la neurodiversité, des scientifiques. Vous avez la GFIP en termes d'accompagnement, et puis Orange qui va nous dire pourquoi on fait cette table ronde aujourd'hui. Voilà. Alors, cher Ghislain, je vais répondre à ta question par une question, un peu comme Rabbi Jacob. Quel est le point commun entre Greta Thunberg, entre Marie Curie, entre Bill Gates, entre Steve Jobs et entre Elon Musk? Eh bien, ils sont tous neurodivers et ça leur a plutôt réussi. Donc la neurodiversité, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de poser une définition très simple. Et je ne suis pas scientifique, donc Kevin, pardon. J'essaye de faire très simple, mais je sais que tu détailleras un peu plus. La neurodiversité, finalement, désigne l'ensemble des variations, tout un ensemble, tout un éventail même, j'ai envie de dire, voire un arc-en-ciel de variations cognitives chez les individus, donc autistes Asperger, hyperactifs, au potentiel intellectuel, dyslexiques, dyspraxiques, voilà, ça c'est les personnes aussi qui ont des troubles de l'attention, voilà. Et donc c'est une minorité assez conséquente finalement parce qu'on estime que cela représente 20% de la population mondiale. Alors pourquoi on est très heureux d'avoir co-organisé cette table ronde? C'est la première fois que le sujet de la neurodiversité est abordé au Forum 3.0 Convergence. Pourquoi on est très heureux? Parce qu'on associe souvent le développement durable à l'écologie, alors que la durabilité, eh bien, ça passe aussi par la durabilité de notre tissu social, de nos liens sociaux. Donc c'est la raison pour laquelle on est très heureux de porter ce sujet qui était sous l'angle radar encore en France ces dernières années, et fort heureusement, on en parle de plus en plus. Alors nous, chez Orange, c'est absolument pas un effet de mode, parce que la Fondation Orange est engagée depuis 30 ans dans un des champs de la neurodiversité, qui est l'autisme. Donc il y a 30 ans, il faut s'imaginer, on ne savait rien de ce trouble, on pensait que c'était une maladie mentale, donc on a accompagné la recherche, ensuite on a accompagné des structures de prise en charge chez les enfants, et puis de fil en aiguille, on a commencé à financer des programmes pour l'autonomie et l'inclusion des adultes, et puis de fil en aiguille, on a commencé à soutenir des initiatives
pour l'emploi des personnes autistes, et notamment, j'en cite juste une, l'agence Solatypique, qui est une agence de développeurs web autistes en Bretagne, à Dinard. Et alors au début, les clients étaient un peu soupçonneux, et puis finalement, les retours sont dithyrambiques. Ils travaillent bien avec une rigueur, une précision, une approche originale. Parce qu'au fond, c'est ça, l'éventail de la neurodiversité, c'est vraiment, voilà, ce sont, Justine, tu en parleras mieux que moi, évidemment, mais voilà, les personnes neurodiverses, je crois, traitent l'information différemment, ont des interactions différentes, pensent le monde autrement, et c'est pour ça que voilà, il y a eu cet engagement initial sur le domaine de la philanthropie, et petit à petit, la neurodiversité, nous la saisissons à travers, bien sûr, le prisme de la diversité et de l'inclusion. On veut que nos collaborateurs neurodivers se sentent bien chez nous, mais aussi parce qu'on a une conviction très forte chez Orange, c'est que dans un monde qui de plus en plus incertain, de plus en plus volatile, où les entreprises doivent se transformer, doivent être résilientes, doivent être agiles, on a besoin de tous les regards, et les neurodivers nous apportent vraiment de la performance. Je cite un exemple, pas forcément chez nous, et puis après je passe la parole à mes camarades, je ne veux pas être trop bavarde. Chez Airbus, par exemple. Airbus a un réseau de salariés neuroatypiques, My Gifted Network, créé en 2016. Nous avons aussi un réseau de salariés atypiques chez Orange, les atypiques. Eh bien, quand la Covid est arrivée, bon, ça a été un séisme pour les entreprises, personne ne savait comment réagir. Eh bien, ils avaient un souci d'optimisation de la chaîne, de la cadence de la fabrication de leurs appareils. Comment ralentir, comment optimiser. Ils ne savaient pas comment faire. Eh bien, la DRH a eu l'idée de demander au collectif My Gifted Network de travailler en mode projet. Personne ne trouvait, et finalement, c'est un de ses collaborateurs qui a développé l'outil qui a permis en quelques mois à l'entreprise d'économiser des millions d'euros. Donc voilà, pour vous dire que My Gifted Network, voilà, les collaborateurs neuroatypiques sont plein de talents, et c'est très important de pouvoir les inclure dans l'entreprise. Effectivement, ça fixe le cadre. Hein. On a, je pense, c'est pas mal. Voilà, on a un vœu de société, clairement, de dire, bah voilà, tout le monde peut contribuer, tout le monde peut apporter quelque chose. Alors, sur ma casquette d'universitaire, de chargé de mission handicap étudiant, je vais vous donner aussi, parce que c'est vos futurs collaborateurs, quelque part, comment ça a évolué. On a eu la loi de 2005, que je pense que tout le monde connaît à peu près, hein, qui est une loi fondatrice qui dit, en gros, les jeunes ont le droit d'aller à l'école, au collège, à l'université. Et puis depuis 2005, il s'est passé des années, et donc maintenant les jeunes, ils arrivent à l'université. Dans les chiffres qu'on a, nous, on a une augmentation tous les ans, depuis plus de 10 ans, de 15% par an, du nombre de jeunes en situation de handicap recensés. Là, sur l'Université Paris-Saclay, pour 35 000 étudiants, on a 851 étudiants que l'on suit, qui sont dits en situation de handicap. Alors, qu'est-ce qu'on cache derrière? Il y a beaucoup de jeunes de la neurodiversité. En gros, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un jeune qui va venir voir le médecin, qui dit « j'ai des difficultés dans telle et telle situation ». Donc, on a un bilan fonctionnel. C'est-à-dire qu'on dit, bah oui, effectivement, dans la lecture, dans l'écriture, il y a une dyslexie, il y a une dyspraxie, il y a une agitation liée à un TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui va faire que j'ai du mal à travailler en groupe, je pose souvent des questions. Et à partir de là, on met en place des aménagements. Et ces aménagements-là, ça fonctionne bien maintenant au collège, au lycée, à l'université. Toujours des difficultés hein, pour que ça s'applique, mais on trouve des solutions et on applique. Et ces jeunes-là, ils sont dans des équipes avec d'autres, ils travaillent en groupe et ça commence à former des gens qui ont une appétence sociétale sympa. Voilà, ils ont envie de travailler avec les autres, il y a de la culture, et ça c'est bien parce que ça veut dire que ça y est. Donc l'étape d'après, c'est comment on fait pour arriver en entreprise. Donc c'est logiquement comment l'entreprise s'adapte à ça. Alors, comme on a un expert en neurodiversité, on va lui demander d'aller un peu plus loin pour caractériser ça parce que ces dernières années, ça a beaucoup évolué. Et on met un peu tout dans la neurodiversité, donc comment lui voit les choses. Tu as le droit à ça, parce que tu as préparé des slides. Alors, hop, c'est parti. Je me pousse peut-être, je ne sais pas. Non, tu peux te mettre à côté, ou comme si tu arrives à voir. Donc, je ne sais pas si je suis un expert, en tout cas je travaille dessus. Donc, juste pour reprendre rapidement ce que Ghislain disait, donc avant la loi de 2005, il y a eu 2 grandes classifications mondiales de l'OMS, donc qui a défini donc le handicap médical puis le handicap social.
Et donc aujourd'hui, donc là, on s'intéresse à la neurodiversité parce qu'on se pose la question de est-ce que dans la nature, est-ce qu'on distingue différence et déficience? Donc c'est comme ça qu'en fait est né le mouvement de la neurodiversité. Donc dans les années 90, du coup à la base ça s'appelait Mouvement social pour la diversité neurologique. Donc c'est une partie, voilà, la neurodiversité, une partie de la biodiversité. Donc en fait finalement ça inclut tout le monde, donc les gens atypiques ou neuroatypiques, et en même temps les gens entre guillemets normaux. Et du coup dans cette définition, par contre, donc Judy Singer qui a défini ça, elle excluait donc un quatuor. Donc elle n'incluait pas tout le monde, et notamment c'était certains troubles de la personnalité, donc toutes les personnes en fait avec des problèmes narcissisme, sadisme, machiavélisme, etc. Donc tous les problèmes de violence, domination, etc. Ensuite on a une deuxième définition qui est un peu différente, donc la neurodivergence. Là ça inclut donc du coup toutes les personnes qui ont un fonctionnement différent de la majorité des fonctionnements. Donc là, c'est plus restreint, donc ça inclut que les neuroatypiques, mais en même temps avec les troubles de la personnalité aussi, mais aussi avec des personnes qui ont des neurologies particulières qui ne sont pas forcément liées à la cognition, donc par exemple les personnes Alzheimer, avec des problèmes de vue, etc. Et le troisième point, du coup, donc la diversité cognitive. Donc la diversité cognitive, donc comme je disais, donc le mouvement pour la neurodiversité, c'était un mouvement social. Donc là, la diversité cognitive, c'est beaucoup plus un cadre de recherche, donc il va s'intéresser au fonctionnement donc cognitif des personnes, donc un peu ce que Elisabeth disait, donc l'attention, la créativité, la mémoire, les manières de socialiser, etc. Et du coup, on s'y intéresse en sciences, dans des tas de sciences, en neurobiologie, en éducation, psychologie des organisations, etc. Et du coup, on en tire des leçons, donc en éducation, pour les entreprises, etc. On voit par exemple que quand on améliore les conditions de travail des salariés, on augmente la rentabilité. Voilà, pour faire simple. C'est déjà pas mal. J'avais envie d'aller un peu plus loin parce qu'il a quand même écrit un ouvrage sur la neurodiversité. Donc on a le droit de faire de la pub une fois de temps en temps quand même, quand il y a un ouvrage. L'ouvrage s'appelle La neurodiversité, collection pour comprendre, aux éditions L'Harmattan, qui s'est sorti en juillet 2022. Voilà, où tu vas un peu plus loin, où tu précises voilà, ce qu'on appelle l'intelligence. Tu parles de la créativité, de la conscience. Alors, moi, ça m'amuse sur un petit point, c'est que c'est des sujets où on a tous envie d'avoir des personnes créatives dans les équipes. Mais quand on va demander au RH quel genre de personnes ils aimeraient recruter, la créativité, ça n'arrive pas souvent en premier. En général, on n'aime pas trop les trop créatifs. C'est plutôt déstabilisant dans les équipes. Et pourtant, quand on recrute tout le temps des personnes qui ont toujours les mêmes profils, on manque de créativité. Et là, on se dit, il faudrait quand même. Mais il y a un petit problème de langage et de discussion à ce niveau-là. C'était juste une petite pique. On a le droit d'en faire un petit peu, mais pas trop. Hein. Pour voilà. accentuer la pique, la troisième, voilà, parce qu'il avait préparé un mème. Voilà, du coup, j'ai préparé un mème parce que moi, du coup, je travaille sur la créativité dans ma thèse. Et en fait, on voit dans les études que, en fait, dans le langage commun, on dit toujours on veut des personnes créatives, que ce soit à l'école, dans les entreprises, etc., à l'université. Et en fait, sur le terrain, on voit que, en fait, c'est pas du tout ça, et que les personnes créatives sont souvent stigmatisées, rejetées ou discriminées par les autres. Voilà. Alors, je ne sais pas si je le lis, si des personnes ne voient pas ou. C'est mieux. De toute façon, c'est mieux, effectivement, en termes d'accessibilité. Oui, donc j'ai mis un premier personnage, donc c'est le salarié à qui on demande d'être créatif. Derrière, donc un autre personnage avec un pistolet sur sa tête, donc qui correspond aux autres salariés en fait, qui ont l'habitude de faire d'une manière depuis 10 ou 20 ans, du coup, qui vont l'empêcher d'être créatif. Ensuite, derrière ces salariés, il y a les règles de l'entreprise ou les règles juridiques, etc. Et encore tout au-dessus, on a souvent, là j'ai mis le N+1, mais ça peut être un autre service ou le N+2, etc. Et qui finalement veut tout contrôler ce que fait le salarié et en retirer le bénéfice. Voilà. Alors, je me suis amusé quand même à regarder, j'imagine bien, au niveau RH, finalement,
quand on dit on cherche un bon employé, quelles sont les qualités? Les qualités qui ressortent alors sur une étude où il y avait 100 pilotes RH de grands groupes, il parlait de responsable, débrouillard, communicant, ouvert, motivé, actif, intègre. Et ce qui est bien, c'est que dans ces mots-clés-là, il n'y a rien qui est lié à la neurodiversité. Ça veut dire que embaucher quelqu'un qui est de la neurodiversité, ça n'a pas d'impact sur ces éléments-là, puisque ce n'est pas les critères principaux. Donc ça va être en plus, et à la limite, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'on respecte déjà tout ce qui est demandé pour avoir un bon employé, il a déjà des compétences, et derrière, il va amener quelque chose en plus, qui est la créativité, effectivement. N'hésitez pas. Alors, on voit quand même que derrière, là, il y a besoin d'accompagnement, et qu'il y a besoin de... Voilà, ça ne peut pas se faire tout seul avec l'entreprise. Et j'aimerais bien basculer sur l'AGEFIP, finalement, parce qu'en termes d'accompagnement, ce n'est pas des choses qui sont nouvelles. Accompagner les salariés en situation de handicap, on fait ça depuis longtemps. Je vais commencer par quelque chose, parce que je ne sais pas si vous avez regardé la télévision samedi soir à 20h30 et si vous avez regardé Le Papotin. Et moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement explicite et que ça va tous nous aider à peut-être avancer un petit peu différemment sur nos sujets. Et quand on voit la question, moi, il y a une question qui m'a bluffée, d'ailleurs je pense que je n'ai pas été la seule, avec une question de « Comment tu es heureux comme tu es en vie ?» Gilles. Et j'ai trouvé cette question tellement hors cadre, et même il y avait d'autres questions qui étaient tellement hors cadre qu'on se dit mais c'est hyper bien, parce que c'est le truc qui déstabilise, mais qui déstabilise juste le pas de côté. Et je pense que c'est ça dont on a besoin dans notre société aujourd'hui, c'est juste le pas de côté. Et quand vous précisiez tout à l'heure, finalement, tous ces hommes, ces femmes qui aujourd'hui font la créativité, l'inventivité dans notre société, c'est ceux qui ont eu l'audace de faire le pas de côté. Mais pas que. Et j'avais envie de dire deux choses. Une première chose, c'est en quoi on peut, dans notre société, être vecteur d'intégration et d'inclusion pour le plus large spectre possible de personnes. J'entends par là, évidemment, des personnes qui ont des potentiels très hauts, affichés, identifiés, reconnus, en tout cas qui aujourd'hui sont diagnostiqués comme ça l'est aujourd'hui. Puisque nous aussi, à l'AGEFIP, finalement, on a découvert, comme tout le monde, quelque chose qui existait dans la société, qui était juste ce qu'on appelle de la famille des handicaps invisibles, de ceux qu'on ne connaît pas, parce que de toute façon, eux-mêmes, parfois, méconnaissent ce qui les concerne et ce qui les touche. Et donc, pour nous, il était important de pouvoir accompagner ces situations, pouvoir finalement accompagner le mouvement de la société, le mouvement que vous avez identifié tout à l'heure, en pointant du doigt et fort justement le fait qu'en 2005, il y a une loi qui a dit il y a d'autres situations de handicap que celles qu'on connaît traditionnellement, et ces situations, on va les accompagner, on va les diagnostiquer, on va les accompagner en inclusion dans un certain nombre de dispositifs, et on va permettre finalement d'accompagner des trajectoires professionnelles, trajectoires de formation, on va dire, trajectoires professionnelles, trajectoires de vie. Et nous, notre rôle à l'AGEFIP, nous on est une structure qui existe depuis 35 ans, qui est financée par la collecte des entreprises qui ne répondent pas complètement ou totalement d'ailleurs, à leur obligation d'emploi. Il y en a de moins en moins, je vous rassure, et qui finalement permet de financer des services, des aides et des prestations. De notre côté, on a commencé assez rapidement, alors quand je dis rapidement, à la mesure finalement de l'avancée de la connaissance de la situation et des diagnostics, c'est-à-dire qu'aux alentours de 2010, la GFIP a commencé à expérimenter des propositions autour de l'emploi accompagné, qu'on n'appelait pas encore emploi accompagné. Elle a également commencé à explorer des sujets d'accompagnement à l'évaluation, à l'identification, à la réflexion sur la bonne compensation. Et on a appelé ça, nous, les troubles cognitifs. Donc on a des prestations d'appui qui sont dédiées aux entreprises et qui permettent finalement d'accompagner dans l'entreprise, mais aussi en amont, les parcours des personnes qui sont accompagnées par le service public de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, l'APEC, les missions locales. Et donc de pouvoir finalement avoir un outil qui permette d'identifier, de mettre des mots là où on ne sait pas de quoi il s'agit. Et pour des professionnels finalement de l'accompagnement, on s'aperçoit que la personne est peut-être un peu différente, elle réagit un peu différemment, elle est autre que celle qu'on peut avoir habituellement, traditionnellement, l'habitude d'accompagner. Et donc, c'est de pouvoir accompagner avec des bons professionnels ce sujet-là. Donc, on a commencé à travailler sur les questions d'évaluation des compétences, évaluation des situations, évaluation du besoin de compensation. On a enchaîné, je vous le disais, avec le besoin d'accompagnement, parce que finalement, on s'est aperçu que la bonne compensation, souvent, ce sont des compensations humaines pour un certain nombre de situations. C'est la raison pour laquelle on a travaillé sur l'emploi accompagné, c'est la raison pour laquelle
on était prêt, on va dire, en 2016 à accompagner la loi El Khomri qui a instauré l'emploi accompagné dans la loi et de pouvoir le développer. Aujourd'hui, on cofinance aux côtés de l'État ce dispositif et qui fonctionne bien. Je tiens à le dire parce que j'ai par exemple en tête l'association Saint-Clair dans le Grand Est. Moi, j'ai été bluffée par le travail d'accompagnement de personnes qui n'ont pas forcément des très hauts niveaux de potentiel qu'on peut imaginer. Enfin, ce n'est pas tous des Bill Gates. Mais en fait, c'est des personnes qu'on peut accompagner pour devenir mécaniciens, pour nettoyer des voitures, pour s'occuper d'un certain nombre de sujets qui sont des sujets de passion. Et ça, c'est ce que j'ai découvert aussi, c'est les sujets de passion. Et puis, l'AGEFIP, elle intervient aussi, finalement, sur un certain nombre d'autres sujets. Elle accompagne aussi des innovations, des initiatives. Alors, 2-3 initiatives dont je suis particulièrement heureuse que l'AGEFIP les accompagne. Alors, je vais quand même citer la première, parce que la première, c'est en fait un sujet qu'on a en commun. On a découvert avec Valérie que, enfin, moi je le savais, mais on a découvert qu'on avait un beau partenariat ensemble. Par exemple, on a découvert que ce qui était bien, c'est de pouvoir accompagner les professionnels de l'insertion à, finalement, aux bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, on les a travaillées avec la délégation interministérielle à l'autisme et avec la Fondation Orange pour accompagner les missions locales à développer 2 programmes d'accompagnement, on va dire les basiques et les fonctions avancées, on va dire ça comme ça, pour que les conseillers puissent être à même de bien accompagner les personnes qui ont des troubles du spectre autistique. On a également travaillé un accompagnement maintenant depuis plusieurs années d'un dispositif qui s'occupe de personnes qui ont des troubles du spectre autistique avec des troubles associés majeurs qui les empêchent d'accéder ordinairement à l'emploi. Et aujourd'hui, on soutient le projet de l'association Vivre et Travailler Autrement, que peut-être vous connaissez à travers le nom d'Andros, l'expérimentation Andros, mais qui aujourd'hui couvre beaucoup plus de dispositifs. Et avec eux, à leur côté, on a travaillé au bon moyen d'intégrer les personnes dans l'entreprise avec les bonnes compensations et les bons outils de compensation. Par exemple, on vient en appui pour aménager les salles de repos, on vient en appui pour aménager finalement les outils de l'entreprise qui ne parlent pas à toutes les personnes en situation de handicap, en particulier celles qui sont peut-être les plus démunies. Et puis, moi, il me semble que ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre en évidence finalement toutes ces actions qui vont contribuer à penser autrement le monde. Et c'est vrai que nous, on soutient également des travaux de recherche avec Auticiel. On a, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un d'Aspertim aussi eu des soutiens, etc. Et puis, on travaille sur les métiers du numérique, parce qu'on sait que les métiers du numérique, c'est les métiers de demande très importants, où la diversité, les neurodiversités seront très utiles. Donc voilà un petit peu le spectre sur lequel on travaille. La préparation, l'évaluation, l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement des personnes elles-mêmes, et puis l'innovation, la recherche, pour pouvoir demain être plus à même de répondre aux bons besoins avec les personnes concernées, pour être vraiment efficace dans l'entreprise et dans l'accompagnement des trajectoires. Voilà un petit peu globalement ce qu'on fait. C'est dense. Eh bien, c'est bien parce que ça fait un package complet quelque part, et au moins c'est un support quand même d'appui pour les entreprises et pour les salariés qui en ont besoin. Donc ça me permet de faire une transition très rapide à Justine, parce que finalement tu as pu bénéficier de ces aménagements-là. Donc je veux bien que tu nous racontes un peu comment ça se passe, comment ça s'est mis en place, pour qu'on comprenne aussi ce genre de démarche, comment ça existe en vrai. Voilà. Alors avant de commencer mon témoignage sur le programme Autisme Network, je voudrais attirer votre attention sur le fait que vous êtes au Palais Brongniart et dans la salle Napoléon. Et que j'espère qu'à la fin de ce meeting, chacun d'entre vous, après vous comprendrez pourquoi je vous ai dit dans quel lieu vous êtes, j'espère vraiment que chacun d'entre vous, vous allez essayer de vous engager, soit de vous identifier à certains discours, soit vous dire... ça pourrait être intéressant qu'on fasse ça dans notre entreprise ou d'un point de vue personnel, mais voilà, s'il vous plaît, si j'ai une demande à vous formuler, c'est de vous engager. Et donc pourquoi je parle du Palais Brongniart, c'est parce qu'il ne s'est pas fait en un jour. Je sais que ça peut être c'est impressionnant en fait, tout ce qu'on dit, tous nos programmes et tout ça, mais c'est de la responsabilité individuelle pour pouvoir construire un collectif inclusif. Et c'est pour ça que je vous formule cette demande. C'est parce que le Palais Brongniart, il s'est fait dans une... politique des petits pas. Excusez-moi, je suis un peu angoissée, j'en perdais de mes mots, mais elle s'est vraiment fait dans une politique des petits pas parce qu'il y a chacun des ouvriers qui a apporté son expertise, parce qu'il y a chacun qui a construit ça et ça a mis des années. Et si aujourd'hui vous vous engagez, eh ben on y arrivera. Donc voilà ma demande. Après, je vais commencer par le programme Autisme Network. Et donc pour répondre à ma question... Oui, pour répondre à sa question, j'ai fait un joyeux hors-sujet. C'est constructif.
Pour répondre à la question, je fais partie du programme utilisatoire qui a été développé en 2018 en France. Il a été lancé au niveau international en 2013. Aujourd'hui, on a environ 160 collaborateurs à travers le monde qui sont en situation d'autisme dans 27 postes différents. Parce que souvent, il y a des clichés associés à l'autisme sur le fait qu'on est vraiment sur le numérique alors qu'il recouvre différentes formes d'activités. Et on essaie un maximum à travers le programme Autism at Work. C'est selon la place de la personne sur le TSA, d'adapter le poste en conséquence de ses besoins particuliers. Et donc, par rapport à mon expérience personnelle, on a vraiment essayé de faire un 360 degrés, que ce soit par rapport au recrutement, par rapport au poste de travail et aussi la sensibilisation de management. Alors, je vous rassure, on n'a pas mis de pistolet sur leur tempe, hein, parce que je reprends l'image. On a menacé personne et pourtant au fur et à mesure on a réussi. Je vous dis pas que c'est facile parce que des fois c'est une grande aventure en matière d'humain, mais en tout cas c'est possible. Et le programme Autism at Work aujourd'hui c'est un succès. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples d'aménagements? Parce que autant quand on a une personne qui est en fauteuil roulant, on se dit bon bah voilà, les aménagements sont assez évidents. Dans la neurodiversité, finalement, quel genre d'aménagement que tu as pu profiter toi? Alors les aménagements, déjà je dis merci à Stéphanie Fouquet parce qu'elle m'a accompagnée par un Asper Team pour adapter mon poste de travail. Là elle se dit bon, faut que je me cache et elle attire l'attention sur moi. C'est surtout tout ce qui est en fait l'autisme, c'est un handicap sensoriel. Donc là, actuellement, par exemple, j'ai extrêmement mal aux yeux et mal aux oreilles parce que j'ai les spots en plein milieu. Donc c'est absolument abominable. Et l'exemple que j'ai, c'est un de mes bubbles, on l'appelle comme ça. On a coupé les néons parce qu'en fait, la lumière m'est totalement insupportable. Et aujourd'hui, la petite anecdote en fait, pour mes collègues, c'est qu'ils se réunissent dedans en fait, pour avoir une petite bulle aussi de confort et y être. Les autres aménagements, ça a été aussi pendant mon recrutement, puisque la RH elle a été briefée sur le fait que je pouvais potentiellement avoir des réponses d'une sincérité assez étonnante. D'ailleurs, pendant mon recrutement, je lui ai conseillé quand même une musique à écouter, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, aujourd'hui, on en rigole encore. Mais ça fait partie des aménagements. J'ai eu également du télétravail. Bon, alors maintenant, ce n'est pas surprenant parce qu'on est passé par le Covid. Mais comme j'ai une cécité sociale, ça me prend énormément d'énergie. Et juste d'être en télétravail l'après-midi, mais c'est prodigieux, ça m'évite en fait d'être épuisée. Et ça va être évidemment l'environnement et puis la sensibilisation auprès des équipes. Où, avec Stéphanie, on a eu une expérience incroyable avec l'équipe Legal où pendant 2 heures, on a intervenu. Et on a vraiment expliqué mon fonctionnement. Et encore aujourd'hui, ça les a marqués. J'étais ce matin avec eux, où on en reparle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fois l'autisme, c'est une source d'innovation, mais c'est aussi enrichissant à la fois pour les managers, mais aussi pour les équipes. On a quelque chose de l'ordre de la créativité, on a aussi une meilleure communication. Donc vraiment, engagez-vous. Je vais même compléter sur ça, parce que sur Paris-Saclay, sur les 850 étudiants qu'on suit, on en a 60 qui sont recensés, qui sont donc TSA, hein, avec des troubles du spectre de l'autisme. Et dans ces particularités, dans ces troubles qui les dérangent le plus souvent, effectivement, on a tout ce qui est sensoriel, l'auditif, le bruit. Et forcément, pour résoudre ça, on est obligé d'interagir sur l'ensemble du groupe, d'autoriser des casques anti-bruit en amphi. C'est un peu bizarre, d'essayer de trouver des salles qui ne soient pas avec néon, mais plutôt à LED et qui soient réglables. D'autoriser la personne à être un peu à l'écart du groupe parce qu'il y a vraiment trop de bruit. Donc ça, c'est des choses qui paraissaient évidentes, mais dans ce que j'entends, il y a le soutien. Donc là, par exemple, du coaching avec Asper Team. Il va y avoir de la sensibilisation, parce que le fait de communiquer, ça va aider. Il va y avoir de l'explicitation. Et ça, c'est super important, c'est-à-dire que dans les interactions qu'on va avoir avec la personne, on va essayer d'expliciter un maximum de choses. Et pourquoi tout ça, c'est top? Parce que le fait de faire ce travail-là pour la neurodiversité, pour les jeunes qui sont de la neurodiversité, ça va profiter à tous les autres. Parce que l'ensemble des process vont être améliorés. Les sujets d'examen, quand ils sont explicites, les moyennes, elles sont 1 point à 2 points au-dessus. Parce que tout d'un coup, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de piège, on ne cherche pas à les piéger. Sauf que des fois, on cherche à les piéger. Donc là, on garde le piège quand même. Mais la plupart du temps, quand c'est un contrôle de connaissances où on veut évaluer les compétences des jeunes, on n'a pas besoin de faire des choses avec de l'implicite pour les piéger. Ce n'est pas le but. Voilà. Je peux juste rajouter quelque chose. À SAP, on a mis en place ce qu'on appelle des buddies. Alors, il y en a une que j'appelle ma traductrice sociale, qui est juste indispensable. Et il y a également tout ce qui est un buddy compétence. Et la traduction sociale, elle est essentielle parce que malgré les apparences, en fait, décoder l'implicite est extrêmement difficile. Et il y a des fois où vraiment, elle m'a énormément aidée. Et donc, on peut aussi engager les collaborateurs comme ça pour pouvoir jouer un rôle sur ce genre de difficulté qui est vraiment, voilà. Bon, je fais quand même de l'humour, hein, vous inquiétez pas, il y a des trucs que j'arrive à comprendre.
Bon, la logique derrière, c'est d'aller voir, on a vu voilà, la neurodiversité, on a vu des exemples d'accompagnement, un cas réel. Chez Orange, comment ça se met en place, comment on en parle de la neurodiversité? Alors chez Orange, justement, nous avons fait un constat assez pragmatique. D'un côté, 30 ans d'expertise dans le domaine de l'autisme avec la Fondation et donc un super réseau. Et d'un autre côté, des métiers pénuriques chez nous, dans la cybersécurité, dans la data, dans l'IA, le développement web, et on sait bien qu'il y a un vrai vivier de talents neurodivers pour ces métiers. Donc nous avons lancé au sein de la direction responsabilité sociétale un programme Neuroteam, donc qui est formidable parce que c'est un programme complètement transverse qui associe évidemment la diversité, direction diversité et inclusion, qui associe la médecine du travail, qui associe les achats parce qu'on veut embarquer les fournisseurs aussi, qui associe la mission handicap. Et en fait, c'est un programme qui a suscité un enthousiasme. J'en profite pour remercier parce que certains membres éminents de l'équipe sont là. Donc merci pour votre engagement. Vraiment, je peux t'assurer, Justine, qu'en tout cas, la team Orange qui est dans la salle là est hyper engagée. Et donc, pourquoi ça a pris rapidement? Parce que on a pu s'appuyer sur le collectif Les Atypiques, notre collectif de salariés neuroatypiques qui existait déjà et donc qui ont vraiment été moteurs, parce que tout seul avec nos petits bras, mais voilà, ça aurait été compliqué. Et donc on a mis en place, on a défini donc des axes prioritaires. Un, la sensibilisation, qu'est-ce que c'est que la neurodiversité, et puis concrètement comment ça se traduit. On est en train en ce moment d'éditer un guide et l'apport des salariés neuroatypiques, enfin voilà, il va être hyper créatif, il va rien avoir avec les guides qu'on sort habituellement, donc je suis sûr que ça va être un succès. Et c'est des choses très basiques, il faut, vous l'avez dit, il faut former les équipes, sensibiliser les équipes, former les managers, former les équipes, oui, avec des choses toutes bêtes. Certains autistes Asperger, ça les met très mal à l'aise quand ils ne vous regardent pas dans les yeux parce que ça les met mal à l'aise, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'en fichent, qu'ils ne vous écoutent pas, c'est juste que voilà, c'est pas une modalité d'interaction facile pour lui. Donc voilà, des astuces comme ça, le bruit, l'aménagement du lieu de travail, donc on fait tout ça. Alors on a aujourd'hui, et ça marche parce qu'on a donc fait un premier recrutement dans une équipe d'Orange Cyberdéfense qui a vraiment voilà, le feedback et que du manager, c'est que ça a renforcé la cohésion de son équipe, et donc ça se passe tellement bien qu'il est en train d'en recruter un deuxième. Nous aussi, là, voilà, on a voulu être exemplaire, on a recruté un alternant autiste dans l'équipe DNI, et on l'a accompagné avec un buddy, donc qui justement avec qui il peut vraiment avoir des échanges privilégiés, informels, quand il est en situation de stress, par exemple, une réunion qui tombe à la dernière minute, quand on a besoin d'être hyper organisé, routine carrée, c'est compliqué à gérer. Les numéros de salle aussi à la dernière minute, se repérer. Bon, déjà que pour les neurotypiques, le nouveau siège social d'Orange, déjà, pour se repérer dans les salles, c'est compliqué, mais en plus, voilà, si on est neuroatypique, je ne vous raconte pas. Donc voilà, l'expérience est vraiment très riche, et vraiment la clé, c'est vraiment le manager, ça c'est très important, et puis voilà, et donc le sourcing, donc on a des streams, et vraiment c'est un projet qui suscite beaucoup d'enthousiasme et qui nous a nous-mêmes, on expérimente un mode projet, mais plus. C'est encore le mode projet, c'est déjà très créatif, mais en plus, avec cette communauté neuroatypique, c'est encore plus créatif. Alors, je vais continuer parce qu'il y a quand même une évolution, je trouve, dans le fonctionnement des entreprises. Il y a eu la nomination officielle des référents handicap, qui a instauré de fait que les établissements, les entreprises devaient prendre en compte la diversité en termes de handicap, comment intégrer ça dans l'entreprise. Maintenant, moi, je vois évoluer ça un peu différemment. Il y a, pour certains, le handicap, il est basculé du côté RH. Pour d'autres, il est dans la partie RSE. Donc la neurodiversité, où est-ce qu'on la place? Comment on l'accompagne? Donc ça, c'est une question aussi sur Orange. Comment vous l'avez structuré pour accompagner ces jeunes?
elle est dans le champ des diversités, diversité des origines, égalité femmes-hommes, c'est sans hésiter. Mais après, effectivement, c'est tout un accompagnement transverse qu'il faut mettre en place. Mais le pilotage, l'engagement, l'impulsion, c'est vraiment, voilà, c'est chez nous dans la direction diversité et inclusion, parce que voilà, l'engagement est le même, lutter contre les discriminations, améliorer le bien-être au travail de collaborateurs différents. Voilà. Donc pour nous, il y a chez Orange, il n'y a pas de débat en tout cas, mais on a besoin de tout le collectif, d'embarquer tout le groupe. Même, je disais, dans le programme transverse Neuroteam, il y a aussi l'innovation. Donc voilà, mais nous donnons l'impulsion et nous pilotons. Ce qu'on voit du côté universitaire, c'est que pour que ça marche, il faut un investissement. Alors que la première, c'est l'investissement humain. Très clairement, pour qu'ils soient intégrés dans les groupes, il faut que les autres étudiants jouent le jeu. Il faut que les enseignants jouent le jeu. Pour que ça marche en entreprise, il faut que l'entreprise, aussi bien au moment où ils reçoivent les CV et compagnie, ils soient sensibilisés. Donc il faut qu'ils jouent le jeu. Alors, quand on est dans les 30 glorieuses, tout va bien, tout le monde est motivé. Quand on est dans une période un peu tendue, demander aux gens de faire un peu plus, c'est pas forcément évident. Donc, alors c'est bien qu'il y ait des choses avec la GFIP, et j'arrive direct sur vous sur ça. Voilà. Eh ben, j'ai pas le temps de finir ma question, on l'a compris tout de suite. Mais non, mais comment on fait, voilà, effectivement, pour accompagner les entreprises sur ça, pour qu'il y ait cette volonté et cette facilité à pouvoir dire, ok, on peut prendre des gens de la neurodiversité. Alors moi, je trouve qu'on est aujourd'hui dans un moment extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une situation où finalement, on n'est pas au plein emploi. Même si on a une trajectoire vers le plein emploi, avec un engagement de l'État, etc., etc. Mais il y a des métiers pénuriques, il y a des entreprises qui recrutent et qui n'arrivent pas à trouver la bonne personne. Et en fait, on sent bien qu'on va vers un renouvellement de génération. On le sait, hein, les baby-boomers, etc., etc. On a là une chance, je ne dirais pas historique, parce qu'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas non plus, voilà, mais on a une chance et une opportunité là à ne pas gâcher, de pouvoir justement se saisir de toutes ces occasions qui existent pour ne pas gâcher des talents. Parce que toutes ces personnes, individuellement, elles ont un talent pour l'entreprise, quel que soit le niveau de besoin de talent dont on a besoin dans l'entreprise, dans sa diversité, dans la diversité des métiers, que ce soit pour finalement travailler sur des métiers à haut potentiel, comme sur des activités du quotidien, les fameuses premières lignes dont on a beaucoup entendu parler, eh bien, on a besoin de tous ces talents. Eh bien, tous ces talents, on peut les mettre en synergie. Nous, à la GFIP, on s'est saisi aussi de la loi de 2018, parce que là encore, on a l'occasion de fédérer, de créer un nouveau réseau avec les référents handicap dans les entreprises de 250 salariés et plus, qui sont maintenant avec une obligation d'identifier dans l'entreprise des référents handicap, et on s'en est saisi pour créer un réseau de référents. D'ailleurs, on a sur l'ensemble du territoire national, auprès et en lien avec nos délégations régionales, l'animation de clubs de référents handicap qui permet le partage de bonnes pratiques, l'information, les échanges justement sur comment tu fais, comment je fais, comment on pourrait faire mieux ensemble ou pas. Et puis, on anime chaque année maintenant une université du réseau des référents handicap. On animera la 4e université au moment, alors en mars prochain, à Bordeaux. Donc on est dans cette université du RRH dans des séquences extrêmement intéressantes. Cette année, on a mobilisé 4000 personnes sur cette séquence. Donc c'est 2 jours très intenses où on est en présentiel, en distanciel, avec des outils où chacun peut partager sur des ateliers, etc. Et pour nous, ce qui est très important, c'est de pouvoir accompagner les entreprises justement dans l'utilisation de tous les outils qu'on développe nous, mais pas que nous. Et puis, comment on fait pour finalement recruter, parce que ce que je trouvais très intéressant dans ce que tu disais, Justine, et dans ce que vous disiez, madame, c'était finalement comment on travaille le sujet. C'est que si on ne modifie pas finalement les protocoles, les organisations, le truc qui met le flingue sur la tempe, forcément, ça passe pas dans le tamis habituel du recrutement. Tu le dis, si je commence à dire des choses bizarres, on va se dire, oh là là, peut-être que le risque, il est élevé, elle est bizarre, pourquoi elle me répond ça, etc. Mais si je suis alertée, si je suis sensibilisée, si je sais qu'il y a peut-être des choses qu'il faut que je mette en place pour faire en sorte que cette pépite, elle puisse finalement s'éclore chez moi, parce que moi, j'aurais besoin de créativité. Moi, je sais qu'on a besoin tous de créativité si on veut avancer, si on veut faire progresser notre société. Et puis, du coup, le Palais Brognard, qui ne sait pas construire en un jour, il a fallu qu'il sorte de la tête de quelqu'un. Et donc, du coup,
c'est comment finalement nous on est en capacité d'accompagner ces singularités dans l'entreprise en étant le bon repère. Et moi il me semble qu'il faut à la fois s'appuyer sur des acteurs. Tout à l'heure tu présentais Asperti, mais il y a vraiment beaucoup d'acteurs aujourd'hui de confiance. Alors il faut faire très attention sur le sujet, il faut être prudent, très prudent. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir des bonnes références et c'est la raison pour laquelle quand on a travaillé ensemble avec Orange, on a travaillé avec la délégation interministérielle pour s'assurer que toutes les personnes qui intervenaient dans le processus de formation, ce soient des personnes qui étaient référencées, sécurisées, où on était sûr qu'on n'avait pas affaire à des charlatans ou à des gens en bizarroïdes. Bref, on était sûr que là, on avait la bonne information, la valeur ajoutée qui va bien et qui ferait qu'on accompagnerait bien les personnes. Donc ça, c'est vraiment très très important pour nous. Et donc c'est accompagner le collectif de travail, sensibiliser les managers, parce que les managers vont garder leurs objectifs. Moi, je fais pareil avec mon équipe. Donc je regarde les objectifs, mais on tient compte aussi de la diversité, aussi de la capacité à atteindre ou pas les objectifs, et on les fixe en fonction de, finalement, au fond, c'est notre boulot de manager, moi j'ai envie de dire. Moi, je le sais parce que je le vois dans mon métier de manager aussi. J'ai une équipe de 20 personnes à manager. C'est une petite équipe, mais c'est quand même une équipe. Et du coup, on voit bien que de toute façon, quand on a juste des objectifs annuels dans les entretiens annuels, moi, je tiens compte de la personne que j'ai en face. Je ne fais pas abstraitement. Donc, en fait, on doit fonctionner avec, finalement, la neurodiversité dans son ensemble et juste ajuster le bon levier, le bon outil, et puis en pensant, effectivement, aux bons aménagements. Donc ça, c'est vraiment accompagner, sensibiliser, aménager, faire en sorte de prendre en considération la diversité, puis aussi que finalement, celui qui est le N+, machin, il tienne compte aussi dans tout ça, finalement, de l'intention globale. Alors, donc, voilà. Moi, je retiens aussi un point, parce que je le vois dans le fonctionnement de l'accompagnement. La valorisation des gens qui accompagnent, c'est super important sur le long terme. C'est-à-dire que si on demande à un collaborateur de faire un effort à un instant T pour accompagner, il va être OK. Mais au bout de quelques mois, ça peut se détériorer, il peut en avoir marre, et ça, c'est pas facile. Et le fait d'avoir un réseau où ça peut communiquer, le fait d'avoir des journées dédiées, le fait d'avoir des actions de sensibilisation où on peut mettre en valeur ces personnes-là, c'est un vrai plus-value pour le long terme dans l'accompagnement. Donc ça, c'est un point qui est important. Ouais, donc ça, je retiens. Allez, je retourne sur Kevin parce que je suis un peu resté sur ma faim, sur la neurodiversité. Là. Je vois bien que ça peut servir aux entreprises, mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme apport dans la neurodiversité pour l'entreprise, dans le travail? Quel genre de choses voilà. Si tu as des petits points de détail, d'exemples qui pourraient nous aider. Du coup, on peut revenir à mes diapos d'avant. Du coup, j'avais fait des schémas. Hop. Voilà, je me décale. Donc j'avais fait 3 schémas, parce que là, du coup, on parlait de l'inclusion et de l'intégration. Donc je vais faire un peu mon prof encore. Donc l'intégration, quand on s'y intéresse, étymologiquement, ça veut dire réparer, remettre en état des personnes. Donc finalement, c'est des paradigmes qui sont très anciens sur le handicap médical, donc qu'on a abandonné. L'inclusion, si on s'y intéresse aussi, étymologiquement, ça veut dire enfermer les gens. Et on voit donc les personnes avec les petits points de couleur qui sont enfermées dans un cadre avec des aménagements, mais ça leur convient pas forcément. Et donc du coup, ça c'est ce sur quoi je suis en train de travailler. Donc le modèle universaliste, c'est en fait on va multiplier les cadres au lieu de faire des aménagements spécifiques pour chaque personne. Et on voit finalement que même des personnes entre guillemets neurotypiques ou normales peuvent préférer par rapport, je ne sais pas, par exemple, on peut prendre les exemples des personnes qui sont très introverties ou timides, qui vont préférer faire du télétravail, par exemple, sans que ce soit forcément de la neuroatypie. Et donc voilà. Tu avais un exemple, par exemple, tu m'avais parlé de New York ou d'une zone où on pouvait faire du télétravail ou pas. Oui, il y a des entreprises, je ne sais pas si, on ne va pas faire de la pub. Tu n'es pas obligé de citer le nom. Il y a des entreprises, même en France, où dans la tech, souvent, il y a des entreprises qui sont installées nationalement, qui ont des bureaux dans toutes les grandes villes, et les personnes ont le choix d'aller au bureau ou en fait de faire du télétravail. Et il y a souvent 1 ou 2 ou 3 journées par mois en fait, où les équipes se rencontrent, font des choses ensemble, du team building ou autre. Voilà. Et du coup, aux États-Unis, ça existe aussi à l'université, donc les environnements d'apprentissage universel, où finalement on décline en fait un peu tout ce qu'on a dit juste avant, et chacun pioche en fonction de ce qui lui convient le mieux. Donc quelque part, une phase d'apprentissage entre collaborateurs.
c'est-à-dire qu'il y ait une différence culturelle ou de cognitive, de fonctionnement. Une fois qu'on s'est apprivoisé, qu'on sait travailler ensemble, on peut changer les modalités, on peut trouver des façons de travailler collectivement. Je peux rebondir, une dernière chose. Donc moi, je travaille beaucoup dans le cadre universitaire, mais j'imagine qu'on peut le transposer facilement dans le cadre professionnel. Donc moi, j'ai travaillé surtout donc, sur les autistes, les TDAH, le trouble bipolaire et la dyslexie. Et en fait, quand on s'intéresse aux expériences des personnes à l'université, on voit qu'elles rapportent à peu près toutes les mêmes expériences, que ce soit le rejet, la discrimination, la stigmatisation, et qu'en fait, c'est pas du tout lié à leurs différences, mais c'est lié à l'environnement humain et non humain, en fait. Et que quand on les interroge sur la neurodiversité, en fait, ça leur permet d'améliorer leur estime et leur confiance en soi par rapport au modèle du handicap qui n'est pas forcément adapté à tout le monde, ou des fois, dans les universités ou dans les services pour les RQTH ou à l'université, il y a des hiérarchisations en fait. Donc si on n'est pas assez handicapé, on ne va pas pouvoir avoir tel ou tel aménagement, etc. Alors, il y a eu aussi, attends, je fais juste un tout petit point avant de te basculer dessus. Parce que, ouais, moi aussi, parce que comme il a dit université, allez, non, juste un truc, il y a pas mal d'universités, dans mon service, enfin les services dans lesquels je travaille, on parle de service handicap, mais ça a évolué pas mal. Dans pas mal de facs, on parle de services pour étudiants à besoins spécifiques. Il y a des évolutions comme ça qui apparaissent, parce qu'en fait, on est sur des besoins fonctionnels. Voilà, il y a telle situation, je n'arrive pas à le faire correctement, je ne suis pas à faire, je suis en situation de handicap. Après, le gap, et là je vais faire la liaison avec la GFIP, c'est que pour que ça soit reconnu en entreprise, il faut que ces difficultés-là, elles donnent droit à une RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et c'est pas évident que l'ensemble des personnes de la neurodiversité puissent émarger dessus. Peut-être qu'il y aura un travail dans les années à venir. Voilà, Oui, non, je partage tout à fait. C'est un des sujets sur lesquels on est en train de réfléchir beaucoup avec nos administrateurs, et on en a déjà beaucoup échangé aussi avec les différents cabinets qui se succèdent au gouvernement. C'est finalement, aujourd'hui, en France, on a un dispositif très spécifique, je le disais, 35 ans d'obligation d'emploi, ce qui permet de mettre en œuvre des outils particuliers spécifiques et qui donnent des moyens pour agir très opérationnellement dans l'entreprise, mais ça veut dire accepter de porter une étiquette qui aujourd'hui, en France, mais pas qu'en France, est une étiquette qui emporte beaucoup de représentations négatives que comporte la question du handicap. C'est comment, soit on arrive à démystifier le handicap et on arrive à faire comprendre qu'être en situation de handicap, c'est pas forcément un handicap pour tout le monde, soit on arrive à dire que finalement, la question du handicap, ce n'est pas le sujet, parce que ce que vous disiez, d'ailleurs moi je partage tout à fait, la question du modèle social du handicap, c'est un vrai sujet très important, c'est l'interaction, ce n'est pas le problème du handicap, c'est finalement l'interaction avec la société, avec ses règles, avec ses normes, avec son organisation. Et donc quand on réfléchit à ce sujet-là, on peut aussi réfléchir peut-être de manière un peu plus large à comment éventuellement, à un moment, on passe à autre chose, à un autre modèle, qui soit un modèle non stigmatisant pour des personnes qui sont elles-mêmes déjà, et vous le soulignez, stigmatisées. Et donc, on rajoute un stigmate à un autre stigmate. Et c'est un peu le sujet des questions. Alors aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup l'idée, finalement, qu'on fasse se rejoindre les diversités dans ces travaux-là, dans ces directions de la diversité, pour justement déstigmatiser, désessentialiser, finalement, les personnes et les ramener à ce qu'elles sont, c'est-à-dire des personnes dans leur diversité. On est tous divers. Moi, je ne suis pas pareil. On n'est pas pareil, on est habillé en bleu, mais on n'est pas pareil. Voilà. Et du coup, voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment une réflexion sur ces sujets-là. Alors on n'a pas complètement abouti parce qu'on a toujours derrière le sujet du financement. Donc c'est vraiment comment on accroche les choses pour finalement répondre à tous ces besoins spécifiques, que ce soit à l'école, à l'université, dans le monde professionnel, puis finalement dans la société en général. Mais du coup, comment on solvabilise un peu tout ça? Aujourd'hui, on n'a pas encore complètement les clés. On sait qu'on est en train de déborder du cadre. C'est intéressant. Est-ce que tu voulais intervenir, Justine, sur ces aspects de neurodiversité juste avant? Tu étais partie à dire quelque chose et je t'ai coupé. Oui, je voulais donner quelques exemples de phrases que j'avais pu entendre justement quand on s'en rejetait. Quand j'ai fait de la sensibilisation, quelqu'un m'avait dévisagé parce que je disais que j'étais autiste Asperger et ça s'était sorti mais naturellement, mais il y a des autistes qui parlent. Et là, je me suis dit, oh my! Et il y avait eu un silence dans la salle. Je me suis dit,
Ok, d'accord, on commence par ça en fait. Oui, on part de loin. Une autre personne qui m'avait dit, mais t'es quand même jolie pour une handicapée. Et j'ai fait, oh, comment ça? Je suis censée être comme une sorcière, avoir des furoncles, comment ça se passe? Il faudrait être un peu tordu. Oui, j'aurais dû être tordue, je sais pas, mais... Oui, il faut que je fasse les voix. Peut-être que je devrais devenir déguisée comme Halloween. Ça correspondrait davantage à ces stéréotypes en fait sur le handicap. Je ne sais pas. Mais ça ressort de toutes les sensibilisations. Il y a toujours des questions. Il y a toujours des questions comme ça. Alors là, dans le public, je pense qu'il y a des personnes qui vont se dire, est-ce que je vais lui poser la question moi aussi? Est-ce que je vais ressortir dans une sensibilisation? Mais allez-y, de toute manière, c'est ce qui permet justement d'avancer et puis voilà, faire de l'humour après par la suite. Alors, on va bientôt ouvrir aux questions au public. On a prévu un temps justement pour interagir avec le public. Moi, il me reste une question pour toi, Justine, quand même. Voilà, ça fonctionne bien, il y a des aménagements qui marchent. Mais toi, dans ton ressenti de comment ça s'est mis en place, qu'est-ce qui marchait bien et qu'est-ce qui marchait moins bien? Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? J'aimerais bien avoir une petite idée de comment tu le vis, ces aménagements. Ce qu'il y a à améliorer, c'est l'humain et son rapport au relationnel et à la communication, mais je pense que j'étonne personne ici en disant une telle chose. Et forcément, au fur et à mesure, on a commencé à avancer et à trouver des solutions grâce à Stéphanie. Je crois que c'est un... Non, bon, d'accord, j'aurais pas dû parler de Stéphanie, j'ai vu les... Laisse-moi tranquille. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, il y aura des aménagements, forcément, il y aura à tester, mais ça vaut le coup. Nous sommes des trésors pour l'entreprise. Donc, ce qui a marché pour moi, c'est vraiment d'être accompagné, c'est de voir les efforts, c'est des collègues qui étaient vraiment engagés aussi à intégrer une personne en situation de handicap. C'était toutes les bonnes volontés, en fait. Donc, même s'il y a des difficultés, au final, pour une difficulté, il y a 10 solutions. Donc, allez-y, vraiment. Et ce qui n'a pas marché, c'est la lumière. Alors là, les néons. Oui, mais alors ça évolue. Hein, aussi, là, parce que c'est ma tasse de thé. Là, je suis prof de génie électrique, donc l'éclairage, tout ça, je connais. On évolue vers de l'éclairage à LED, réglable. Donc, c'est basse consommation, on est bien. Voilà. Le bruit. C'est que positif pour la neurodiversité. En fait, il y a deux choses. Il y avait le bruit et les lunettes de soleil. Et je porte régulièrement des lunettes de soleil parce que je suis extrêmement sensible. Et je vais raconter une petite anecdote. Une fois, je suis arrivée dans un open space et mes collègues avaient tous mis des lunettes de soleil. Et là, je me suis dit, c'est bon, on a réussi la sensibilisation. Et le casque anti-bruit aussi. Parce que, et je fais allusion à Gérald, une fois, il y avait tout un comité. Et en fait, j'avais un énorme casque anti-bruit parce qu'il y avait trop de bruit. Et ça en a fait rire certains. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? On peut passer aux questions du public, à moins que vous ayez encore une intervention, des éléments à dire, mais sinon on peut... Allez, on passe. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Oui. Est-ce que je l'amène au niveau micro? Merci. Tout à l'heure, vous parliez de personnes qui sont parfois pas très bien sensibilisées par rapport parfois à leur propre diversité, on va dire. J'aimerais bien vous entendre un petit peu, ceux qui veulent, sur ce sujet du diagnostic de personnes qui ont vécu positivement ou négativement un diagnostic. Est-ce que c'est aussi le rôle de l'entreprise de proposer des diagnostics de toutes sortes? Voilà, merci. Je vais te parler en mon nom propre parce que moi-même j'ai mis 2 ans en fait pour avoir mon diagnostic et c'est assez courant en France et notamment aussi de l'âge, c'est-à-dire que je l'ai eu à 29 ans. Donc il y en a, ils me disent moi je l'ai eu à 40 ans, à 50 ans et en particulier pour les femmes. Et je ne sais pas si je peux citer le nom d'une entreprise, mais en tout cas il y en a une qui l'a fait en interne et qui a mis en place pour faciliter l'accès en fait au diagnostic. Donc je ne cite pas son nom, mais je pense que certains ici le connaissent. Et il y aurait matière en fait à travailler l'accessibilité en fait au diagnostic. Je vais donner une réponse universitaire avant de compléter. Les étudiants chez nous, ils arrivent avec un diagnostic où on découvre une situation où il y a besoin d'un diagnostic. Typiquement, des difficultés factuellement. Hein. Les enseignants disent là, on trouve que le fonctionnement en équipe, ça ne va pas. Là, on voit qu'il y a des difficultés pour écrire certains rapports, ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a ça, on adresse soit... alors, c'est des adultes, donc ils sont autonomes. Dans certains cas, on contacte quand même les parents parce qu'on voit bien que le jeune a besoin et avait un accompagnement certainement avant. Et à partir de là, on l'oriente vers des professionnels. Donc ça fait partie aussi le rôle des services handicap, voilà, de se rendre compte de la situation, de dire aux jeunes il faut voir. Alors ça peut se faire soit par la médecine universitaire, par le service handicap, ça dépend des établissements, des fois c'est mélangé, des fois c'est un peu séparé.
Et on peut comme ça guider le jeune. Après, dans chaque phase de diagnostic, il y a un temps pour prendre en compte son diagnostic, l'assimiler, se sentir, au début il y a des rejets, ainsi de suite. Tout ça c'est un processus qui est assez classique, qu'on retrouvera aussi bien chez les étudiants qu'en entreprise, mais ça met du temps. Puis une fois que les personnes elles sont sensibilisées, qu'elles comprennent un peu comment elles fonctionnent, comprennent un peu mieux, bah là on peut agir vraiment efficacement parce qu'on va pouvoir sensibiliser l'équipe et intégrer, et ça se passe nettement mieux. Ouais. Voilà. Moi, j'aurais peut-être juste un petit commentaire. Oui, pardon, juste un complément. Il se trouve que je travaille chez Orange dans l'équipe Neuroteam. J'ai une formation de médecin du travail et donc je voulais juste souligner en fait l'intérêt aussi de savoir faire appel aux médecins du travail. Donc maintenant, les services s'appellent services de prévention et de santé au travail, mais il est fondamental de savoir les mettre dans la boucle et de se tourner vers eux. Alors, ils n'ont pas toujours réponse à tout, ils ne connaissent pas forcément toujours cet univers qu'on est tous finalement en train de découvrir de plus en plus et de plus en plus précisément. Mais il est vraiment très très positif en fait de penser qu'ils peuvent être un relais vers une orientation ultérieure. Donc, quand bien même il n'y aurait pas d'organisation institutionnalisée dans les entreprises, normalement les services de santé au travail, qu'ils soient internes à l'entreprise ou inter-entreprises, sont là à votre service pour ça aussi. Oui, j'allais justement... non, je vous en prie. J'allais en fait rebondir sur trois choses. Première chose, c'est effectivement, vous avez des interlocuteurs dans l'entreprise, le cas échéant, si vous avez des questions. Moi, je pense que les interlocuteurs, il y a à la fois la DRH, parce que je pense que le lien avec la DRH, ça peut être aussi intéressant, important, parce que ça peut aussi résulter, vous pouvez avoir des entretiens professionnels, des éléments qui peuvent interpeller, etc. Et donc, ça peut être un bon endroit. Le médecin du travail, c'est l'acteur clé dans l'entreprise. Vous avez des questions, vous vous sentez mal, ou vous avez des interrogations, il peut vous accompagner. Il peut vous accompagner pour trouver finalement le bon endroit où faire le diagnostic, parce que aujourd'hui, on entend, il y a beaucoup de hauts potentiels. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font des diagnostics qui coûtent parfois très cher. Donc, pour ne pas se faire arnaquer et pour être vraiment dans des bons cadres, il vaut mieux s'adresser à des professionnels qui sauront vous guider, qui sauront vous adresser, parce que je pense que ça, c'est important. Puis, je pense qu'il y a un troisième élément qui est finalement comment on s'approprie son diagnostic. Comment on est accompagné. On peut être accompagné par des associations, des spécialistes, des pairs. Donc la paire, je ne sais pas comment on dit, paire aidance, paire expérience, expert, enfin voilà. Les pairs peuvent être très utiles pour digérer, accompagner aussi, ramener la situation, parce qu'on n'est pas des bêtes de foire, on a juste des situations. Et ça vaut, au fond, pour les personnes en situation de handicap qui ont des maladies chroniques, comme pour des personnes qui vont avoir finalement des troubles divers et variés, et la neurodiversité en fait partie. Et puis il y a des outils qui peuvent être mobilisés pour accompagner ces situations. Donc je crois qu'il faut avoir confiance à la fois en soi, trouver les bons interlocuteurs, parce que ça c'est hyper important, et puis ensuite faire en sorte que peut-être on ne soit pas tout seul avec son diagnostic. Ça c'est très important. Le problème, c'est que quand j'ai un micro, j'arrive plus à le lâcher. Je suis désolée. Non, simplement, je voulais préciser que ce sont des diagnostics de probabilité. Et donc, c'est vraiment fondamental. Ça me semble être un bémol vraiment structurant. Ce sont des diagnostics de probabilité. Ce n'est pas une prise de sang. On vous dit si c'est dans la norme ou pas dans la norme. La norme, les neurominorités d'aujourd'hui, ça sera les neuromajorités de demain. C'est une première chose. Il peut être très, très compliqué d'avoir un rendez-vous chez un spécialiste, quelqu'un qui vous fera passer les tests pour avoir une petite idée de à quoi dans quel créneau on pourrait se retrouver. Et donc, en fait, en attendant, et même par la suite, justement, pour mieux mûrir l'information et la laisser croître en nous au mieux de ce qu'on pourrait en faire, eh bien, en fait, je conseille la lecture. Et c'est d'ailleurs ce à quoi on travaille énormément. Ça rédige un guide qui va aider à pouvoir s'approprier, enfin, aller vers des références, des ressources multiformes. C'est très, très important. On ne veut pas oublier les nouvelles générations qui sont très, très, très YouTube, Twitch et je ne sais pas quoi encore, et qui ont besoin de supports multiples et qui correspondent aussi à notre neurodiversité, c'est notre sujet du jour. Lire. Moi, si j'ai un conseil à donner en tant que doc, ce n'est pas forcément attendre de votre intervenant que vous ne rencontrerez que dans 2 ans, l'information sur dans quelle case je rentre. Déjà, très souvent, ce n'est pas une seule case, c'est plusieurs. Et en attendant, dans les lectures, vous trouverez plein de petites atypiques qui peuvent vous correspondre de près ou de loin et sur lesquelles vous aurez déjà des points d'avancée, d'amélioration de votre quotidien. J'arrête. Plus je le prends, plus c'est promis. Comment ?
Oui, on peut refaire de la pub pour Kevin. Moi, je voudrais juste rajouter un point quand même. C'est important. Normalement, la neurodiversité, c'est pas quelque chose qui apparaît au cours de la vie. Dans la plupart des cas qu'on a, c'est quelque chose qui est de naissance. Ce qu'on constate quand même, c'est que le diagnostic, et notamment chez les femmes, il est très tardif. Il arrive. Pourquoi ? Parce que les diagnostics au départ étaient faits pour la plupart sur des critères basés sur des hommes. Ça, malheureusement. Et aussi parce qu'il y a des phénomènes culturels où on demande, et ça c'est historique, plutôt à demander à l'homme d'être très extraverti, et quand on voyait des comportements qui n'étaient pas les mêmes tout de suite, on pouvait identifier, alors qu'on demandait plutôt aux femmes d'être intraverties. Et très souvent dans l'autisme, on retrouve ça, des femmes qui sont plus trop introverties, avec des passions qui... Voilà, si vous aimez les dinosaures pour un garçon et puis qu'à 20 ans vous aimez les dinosaures, on va vous trouver que c'est étrange. Si vous aimez les chevaux pour une femme, à 20 ans vous aimez les chevaux, ça ne pose pas de souci. Et ce qu'on constate en entreprise, malheureusement, c'est que arrive un moment donné où le manager change, il y a un stress, il y a des comportements qui sont différents, et ça tout d'un coup, ça fait décrocher la personne, ça déclenche. Et là, on arrive sur des situations où il y a une dépression qui dure plus de 6 mois, pas normal, c'est plus une dépression. Et puis, de fil en aiguille, on se rend compte que les difficultés sociales, c'était lié à autre chose, et on arrive sur un diagnostic d'autisme. Et ça arrive assez tard, malheureusement. Ça fait partie des difficultés. Dans la neurodiversité, c'est un des cas où on a des diagnostics très tard, malheureusement. Ça s'améliore puisque le dernier plan autisme a mis l'accent sur le dépistage précoce, donc on espère que ça va. Notamment pour les femmes. Oui. Je peux intervenir, du coup, oui. Du coup, pour rebondir aussi sur ce que disait Mariana, donc le docteur, donc j'encourage aussi à lire, parce que du coup les diagnostics... Mon livre. Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais si... Parce que les diagnostics donc, médico-psychiatriques donc, se basent sur les déficiences et les problèmes de la personne, alors que souvent le tableau, c'est un tableau global, il n'y a pas que des difficultés, il y a aussi des forces. Et que donc, pour avoir le diagnostic médical, il faut qu'il y ait des retentissements très très forts dans la vie sociale, professionnelle. Donc tant que la personne arrive à compenser, théoriquement, elle ne peut pas avoir de diagnostic. Et ensuite, je veux tempérer aussi une chose sur le diagnostic des femmes. Donc, les premières descriptions de l'autisme, donc il y avait des garçons et des filles. Donc, si vous cherchez le travail de Soukareva, donc je ne vais pas faire ma pub, mais je l'ai traduit aussi. Voilà. Et du coup, il y a des études aujourd'hui qui sont faites. Donc, ça, vous pouvez y accéder gratuitement. Donc, Rodgard, qui a travaillé avec Laurent Mautron au Danemark, donc de cette année ou l'année dernière. Donc, ils ont publié une étude où ils ont montré que c'était entre 60 et 70% des adultes des personnes avaient leur diagnostic adulte, hommes comme femmes. Voilà. Moi, j'aurais juste une question qui va faire écho à ce que vous dites. Je me demandais en fait si dans la plupart des entreprises, moi je suis dans l'innovation et donc je pratique beaucoup le design thinking. Et pour moi, c'est très important d'écouter les ressentis des gens pour pouvoir trouver des solutions. Et je me demandais justement si on écoutait ces ressentis, si on les écoutait assez dans l'entreprise, et si on adaptait des solutions à ces ressentis pour chacun, et si pour dépasser aussi les stéréotypes qui sont liés à certaines neuroatypies, on va dire. Alors, je vais peut-être, comme j'ai un certain nombre de membres éminents du programme Neuroteam dans la salle, peut-être... Alors, voilà, Delphine. Voilà. Effectivement, je pense que ça, c'est un sujet très important. Alors, une des ambitions qu'on a, c'est aussi de faire tester nos produits et services par des gens neuroatypiques pour justement qu'ils nous apportent aussi leur vision et leur regard sur la conception de nos produits. Et ça, je pense que c'est essentiel parce que notre enjeu aussi, c'est de rendre nos outils accessibles au plus grand nombre. Et je pense que là, ce regard-là peut nous apporter beaucoup. Donc, ça fait partie des sujets qu'on regarde. Et alors, Valérie peut aussi compléter, mais typiquement, là, on est passé sur Teams et on voit la difficulté aussi pour certains de se l'approprier. Donc, le tester, ça fait partie aussi des choses qui permettent de mieux comprendre le chemin et de profiter à l'ensemble des collaborateurs, en fait. C'est aussi ça, ce regard différent, c'est que souvent, ça apporte du bien pour le commun des mortels. On a enfin Stéphanie. Là, ça brûle, là, du coup.
Alors, oui, en fait, c'est une vraie question, parce qu'en fait, ça ne se voit pas forcément de la même manière. Et souvent, là où il y a beaucoup plus de difficultés, c'est les personnes qui cachent, qui camouflent, qui surcompensent et décompensent. Et là, du coup, ça veut dire qu'en fait, tout le monde doit être sensibilisé. Et c'est aussi le rôle des collègues aussi qui peuvent repérer, tiens, quelque chose qui change, et d'avoir aussi les indices qui leur permettent de dire, tiens, il se passe quelque chose, peut-être que le ressenti ne se manifeste pas de la même manière, il va se manifester de cette manière. Quand on pense que c'est 20% de la population, on a tous à y gagner. Enfin voilà, je le redis parce que souvent ils ne sont pas diagnostiqués. C'est pas simple les diagnostics, hein. On parle de diagnostic, mais qui fait du diagnostic différentiel? Il n'y en a pas tant que ça. Et on sait que c'est beaucoup plus complexe. Donc du coup, plus on sensibilise, mieux ça marchera. Deuxième chose, je vais pas lâcher. Hein. C'est l'horreur. Hein. C'est l'horreur. Deuxième chose. À chaque fois, on parle d'handicap, de difficultés, etc. Moi, j'attends le moment où on va dire qu'est-ce que ça apporte, en quoi c'est bien, en quoi, du coup, et qu'on mesure les impacts pour voir vraiment, du coup, tous les bénéfices qu'on a, parce que finalement, ça fait partie de toutes les formes de diversité. Et la neurodiversité, c'est vraiment comme un écosystème qui permet d'avancer. Et donc, du coup, quand on sera dans cette logique-là, et là, je suis vraiment heureuse aussi que ça y ait des entreprises qui s'y intéressent, pour qu'on, du coup, on divulgue que c'est pas simplement pour être bien gentil, mais c'est vraiment aussi parce que ça fait partie de ces formes de diversité et qu'on a tous à y gagner. Voilà, j'arrête. C'est très difficile d'ajouter autre chose. En fait, je crois que c'est un élément du développement durable. En fait, ce n'est pas par hasard qu'on est sur ce forum. Elisabeth l'a dit. En ce qui concerne l'innovation, parce qu'on a beaucoup parlé d'inclusion, alors d'intégration, voire d'universalisme, dans la partie idéale du schéma de Kevin. Mais il y a effectivement l'innovation. Et c'est ce que vous dites sur le design thinking, ou la manière dont on peut apporter notre pierre à l'édifice, en toute générosité d'ailleurs, parce que dans les personnalités atypiques, on l'a vu, là déjà dans la réunion, on a beaucoup de choses à dire. En fait, on a une espèce de générosité, une propension à communiquer. Et il y a beaucoup de bavards, hein, contrairement, comme tu le disais, Justine, c'est assez extraordinaire. Donc du coup, je vais me taire et je vais passer la parole à Mélodie, en fait, qui qui n'a rien demandé, justement, donc ça, je la mets un peu en défaut, désolée, mais qui, du coup, s'occupe particulièrement des POC, c'est-à-dire des Proof of Concept. C'est comment est-ce qu'on va effectivement apporter la preuve que penser différent, penser inclusif, penser 360, avec des personnes qui ont des regards différents et qui ont des manières d'interagir différentes, peuvent faire avancer l'entreprise. Pas que dans les produits et services, justement, et donc je vais lui passer la parole pour dire ce qu'elle fait. Ok. Donc oui, alors sur l'époque, tu en as dit déjà pas mal de choses. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'époque où on va tester comment on peut améliorer, en effet, éventuellement des produits et services, et aussi qu'on va améliorer, donc d'un côté la performance et de l'autre côté la qualité de vie au travail des personnes, et donc comment on peut rendre aussi plus inclusif des produits, des services. On a parlé aussi par exemple de la signalétique, mais pas que des bâtiments. Donc, et ça, de toute façon, ça bénéficie à tout le monde derrière, parce que quand on va tester tout ça, on va créer plus d'innovation, on va créer plus de performance, on va créer plus de bien-être, et de toute façon, même si on part de la neurodiversité, ça va bénéficier à tout le monde. Donc c'est le principe quand même du plus petit dénominateur commun qui de toute façon est là. Et par rapport à ce qui s'est dit, moi j'aimerais ajouter quelque chose d'autre et peut-être une question sur vos ressentis par rapport à ça, parce que là on a parlé d'identification, d'accompagnement, de diagnostic. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un droit à ne pas dire. Déjà, on peut ne pas savoir, et il y a aussi un droit à ne pas dire. Et pour moi, il y a aussi un point qui est important là-dessus, et c'est pas évident d'y répondre. Donc, j'aimerais bien vos regards, qui voudra prendre la parole là-dessus, sur des personnes. Alors, on sait par exemple sur les études, on voit que 73% des dyslexiques le cachent à leur employeur. Il y a plein de chiffres comme ça. Je vais pas tous les sortir, mais en tout cas, on peut aussi soit ne pas en parler parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas envie, parce que même si c'est bienveillant derrière, si on dit j'ai telle spécificité ou voilà, ça, on risque d'être stigmatisé, d'être mis dans une case ou même dans plusieurs cases, mais quand même. Donc, comment on peut faire pour rendre une entreprise inclusive sans forcément que les personnes soient obligées de révéler et de garder finalement ça privé si elles le souhaitent? Je peux répondre rapidement. Du coup, ça rebondit un peu sur tout. Donc moi, c'est aussi pour ça que je travaille là-dessus, parce que justement, je suis totalement d'accord avec toi. Donc le droit de ne pas dire, en fait, si on n'a pas envie.
Et du coup, pour rebondir aussi sur la question de madame, donc j'aimerais passer un message, hein, comme Justine, donc demander aux entreprises d'intégrer la recherche, parce que la recherche, si vous demandez aux universités, c'est gratuit pour vous, et même si vous prenez des doctorants avec des contrats CIFRE ou des crédits impôt recherche, ça coûte très très peu. On voit beaucoup d'entreprises, donc je ne parle pas d'Orange, mais il y a d'autres entreprises qui finalement font des audits internes et après font de la pub et de la communication avec des choses qui ne correspondent pas à ce qui se passe en interne et qui disent regardez comment on est inclusif, on fait des choses extraordinaires. Et quand on interroge les salariés, on le voit aussi à l'université. Et ça, enfin, voilà. Je vais être plus précis, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait un contrôle de la recherche sur l'efficacité d'intégrer des personnes de la neurodiversité en entreprise. Non mais ça pourrait, voilà, ça serait très bien qu'il y ait ce... J'aurais deux points, trois. Le premier, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap ou neurodivers qu'on doit être plus performant ou prouver sa performance plus que les autres. Moi, je trouve que on a parfois une espèce de truc, une forme d'injonction à dire waouh, t'es autiste de haut niveau, toi. Tu vas avoir du potentiel. Voilà. Il faut que tu me le prouves. Voilà. Et je pense qu'il y a un truc derrière sur lequel il faut être vigilant, à ne pas être plus exigeant que l'exigence. Voilà. Bref. Donc trouver le bon truc, parce que il faut vraiment très vigilant sur ce sujet-là. Deuxième chose, c'est finalement comment ça contribue potentiellement finalement à développer des nouvelles choses, etc. La diversité en soi, elle contribue à ça. Parce que finalement, quand on a l'expérience d'usage d'une diversité, d'une palette d'acteurs, d'une palette de personnalités, d'une palette de vécus, eh ben on va avoir ce truc qui vient à un moment donné dire eh ben le iPhone 10 là il devient 12 et là vous allez avoir je sais pas quoi dedans et hop c'est génial et vous allez faire des photos. Moi je suis tout à fait toute jeune, donc je me dis waouh, quand j'étais petite, juste d'imaginer qu'un jour j'aurais dans ma poche un truc qui serait petit comme ça et sur lequel j'enverrais des mails, je téléphonerais, je ferais des photos, je pourrais chatter avec je sais pas qui, même le voir sur mon téléphone, juste un truc incroyable. Quand c'est sorti de la tête de quelqu'un, moi des fois je me dis mais c'est dingue, et j'adore ça parce que je trouve que c'est vraiment des personnes qui ont trouvé à un moment donné à exprimer quelque chose. Et après il y a le droit à dire ou pas dire. Moi je dis toujours on a le droit de pas dire, sauf jusqu'à ce que ça nous mette en difficulté, et là c'est un problème, parce que finalement si on ne dit pas et qu'on va dans le mur, vaut mieux klaxonner peut-être avant. Et comme ça, on va peut-être trouver le médecin du travail, l'équipe pluri, le manager, le je sais pas quoi, qui va faire en sorte qu'on ne finisse pas en catastrophe. Parce que c'est un peu la difficulté derrière. On a le droit de ne pas dire, si finalement il n'y a aucune incidence sur l'activité professionnelle, sur sa relation avec ses collègues, sur sa relation avec ses managers, sur la qualité du travail rendu. Pourquoi dire ? Par contre, si à un moment donné, on ne se sent pas bien, si on se dit « Ah là, il y a peut-être quelque chose », s'il y a des alertes externes, parce que parfois on n'est pas conscient non plus qu'il y a un problème, peut-être que là, à un moment donné, il faut dire les choses. Parce que sinon, ça finit en catastrophe. Et la catastrophe, ça s'appelle licenciement, voire burn-out, voire autre chose. Et donc, ça se traduit par une dégradation de la vie au travail de la personne, voire son exclusion du monde du travail. Donc, il faut trouver juste le bon endroit, le bon moment. Il n'y a pas d'injonction, parce qu'il n'y a pas de raison, mais il y a une vraie liberté personnelle autour de ça, mais il faut vraiment être très attentif à ce que ça ne se transforme pas en catastrophe. C'est juste ça que moi je dis. Et je rajouterais, ça passe énormément par la communication, les sensibilisations. C'est-à-dire que si tout le monde est sur la même longueur d'onde qu'il vaut mieux en parler, voilà ce que ça peut apporter, ça enlève énormément de sujets. C'est ce qu'on fait à l'université aussi, hein. On en parle de plus en plus et ça nous permet justement d'accompagner plus facilement. J'allais dire, je voulais juste rassurer mon collègue sur la place de la recherche sur le sujet, puisque moi actuellement je suis également doctorante et je suis en train de finaliser une thèse sur la neurodiversité au travail. Et donc du coup, et en particulier, je suis en échange depuis un certain temps, j'allais dire, sur ce sujet avec Orange. Et effectivement, j'ai des analyses en cours sur le sujet et la finalisation devrait pas tarder. Donc on s'intéresse à ce sujet. Moi, je suis à l'IAE de Paris, Panthéon-Sorbonne. Nous sommes en partenariat avec l'UPEC. J'ai 2 universités qui s'intéressent au sujet. Et j'ai la chance d'être à la fois encadrée en ressources humaines d'un côté et en économie de l'autre. Donc effectivement, nous sommes en train d'étudier sur le terrain ce sujet-là.
j'en profite pour faire un appel, hein, s'il y a des gens qui s'intéressent, au passage. Parce que moi aussi, j'ai un côté très franc, en fait, hein, donc, pour la même raison. Donc voilà. Non, mais c'est des sujets on voit bien, qui sont importants, hein, qui ressortent de plus en plus dans les entreprises. Je pense que beaucoup de gens voient l'intérêt, commencent à voir l'intérêt de la neurodiversité. Il y a eu une époque où c'était le culturel. On disait il faut embaucher plein de gens qui viennent de l'extérieur. Et même au niveau universitaire, pour devenir un permanent de l'université, il fallait avoir fait un postdoc à l'étranger, dans d'autres laboratoires. Voilà. Là, maintenant, on commence à sentir que on a besoin de toutes les cultures, de toutes les diversités au sens large. Et ça, c'est vraiment bien. Est-ce qu'on a encore le temps d'une question avant de conclure? Voilà, il y en a une là-bas. Bonjour. Alors, je m'excuse déjà si je n'utilise pas le bon vocabulaire. Je n'avais pas prévu de venir et je ne suis pas forcément hyper formé à la problématique, d'où mes questions. Quel organisme vous pourriez me conseiller à contacter pour être mis en relation avec des chercheurs d'emploi qui vont être atteints d'handicap? Je ne sais pas comment dire autrement pour l'instant, mais vous allez m'apprendre. Est-ce qu'il y a des formations qui existent pour les collaborateurs pour faire évoluer leurs méthodes au travail, comprendre la situation aussi, même si j'ai compris que certaines personnes n'avaient peut-être pas envie qu'on soit au courant de leur situation, et adapter aussi l'environnement de travail, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un bouquin sur le modèle universalis, c'est bien ça? Non, c'est pas ça. C'est bien d'avoir commandé. Et je suis aussi représentant du personnel. Du coup, je voulais savoir comment moi je pourrais évaluer s'il y a un diagnostic nécessaire chez un de mes collaborateurs ou pas. Et je remarque aussi que c'est un truc de femmes parce qu'on n'est pas beaucoup d'hommes dans la salle. Est-ce que ça pose un problème aussi, ça, par rapport à... Enfin, je veux dire, est-ce que ce ne serait pas une problématique qu'on devrait nous aussi se prendre à bras-le-corps? Merci. Qui veut répondre? Allez-y. Alors, plusieurs choses. J'espère que ce n'est pas qu'un truc de femme. Hein. Il se trouve que peut-être aujourd'hui, à cette heure-là, les femmes sont plus courageuses que les autres et s'intéressent à la diversité. Mais bon, c'est peut-être, je pense, un écosystème local. Voilà. Juste peut-être pour être plus... opérationnels. Si vous êtes en entreprise, vous pouvez faire appel à nos services. On a des dispositifs, des acteurs, des partenaires pour venir, en intervention pour vous conseiller, en appui sur la professionnalisation et pour la sensibilisation à différentes situations de handicap. Donc on a des professionnels, des interlocuteurs au niveau régional, en fonction de où vous êtes, qui peuvent être vos interlocuteurs. 3, si vous-même vous avez des besoins spécifiques au sein de votre entreprise, même cause, même effet, vous avez sûrement un médecin du travail, sûrement un médecin interentreprise ou autonome à qui éventuellement en parler, puisque vous-même, en tant qu'employeur, vous pouvez échanger avec le médecin du travail sur une situation et puis éventuellement avec votre collaborateur si vous avez besoin de l'aborder avec lui lors des entretiens annuels, par exemple. Ça peut être un sujet ou s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Vous pouvez faire appel aux différents services, en particulier service public de l'emploi, puisque depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, le service public de l'emploi travaille main dans la main avec Cap Emploi, le réseau Cap Emploi qui est un réseau spécialisé. Et donc, on accompagne, nous, la GFIP, ce lieu unique d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Alors, vous n'irez pas chercher une personne atteinte de handicap, parce qu'on parle plutôt de personnes porteuses ou qui vivent en situation ou avec, etc. On ne parle pas tellement atteinte, parce qu'atteinte, ça a une connotation assez négative. Donc ça, c'était ma petite minute pédagogique. Et puis, quand vous irez voir ces interlocuteurs, généralement, ils ne vont pas vous dire je vais vous trouver une personne en fauteuil, un autiste, un je ne sais pas quoi. Vous allez chercher une compétence. Donc, vous allez voir une compétence. Par contre, si vous vous adressez à une association spécialisée sur le champ du handicap, peut-être que vous aurez un interlocuteur qui vous dira moi j'ai un collectif de personnes qui recherchent du travail, etc., etc. Donc vous pouvez être accompagné dans votre démarche de recrutement, dans votre démarche pour accompagner un collaborateur qui éventuellement éprouverait des difficultés. Vous pouvez être accompagné dans votre démarche managériale et puis au fond également concourir à plus de diversité dans cette société. C'est pas mal déjà. Je vais répondre aussi parce que je suis exactement à l'autre bout de la chaîne. C'est-à-dire que voilà. Mais les universités, en fait, nous, on a le vivier. On a beaucoup de jeunes qui sont en situation de handicap, qui ont envie d'eux. Et le milieu français fait que, le système français fait qu'il y a beaucoup d'intervenants qui peuvent les aider.
Et c'est super compliqué pour eux pour savoir quelle est la bonne porte, enfin, si on peut parler de bonne porte, parce qu'il y a tellement de portes, en fait, il faut qu'ils s'adressent partout. Donc on n'a pas un truc centralisé où on pourrait dire, voilà, vous en avez besoin, justement, ils sont là. Non, il y en a un peu partout, donc ils peuvent s'adresser à Cap Emploi. Ils passent par leurs établissements d'origine, parce qu'on a aussi des contacts avec des entreprises partenaires dans la formation. La plupart font partie des comités de fonctionnement de l'université. Vous avez les missions locales inclusives aussi qui ont été formées et qui peuvent recruter, enfin qui peuvent aider au recrutement. Donc en fait, il n'y a pas une voie, il y en a plein. Et effectivement, on va plutôt se centrer sur les compétences que sur le handicap, même s'il y a l'obligation des 6% qui pèsent au-dessus des entreprises et on aimerait pouvoir trouver la perle rare de quelqu'un qui ne demande pas beaucoup d'aménagement, qui est super fort et qui est super fiable. Avec un petit bémol, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais moi j'ai beaucoup de jeunes qui, comme ils sont en situation de handicap, travaillent double pour essayer de prouver qu'ils sont plus qu'eux et qui finissent au burn-out. Donc c'est pareil aussi, ça c'est un sujet qui est assez délicat, parce qu'ils veulent prouver qu'ils sont capables de faire aussi bien, voire plus que les autres, alors qu'ils sont dans des conditions où on peut pas aller au-delà. Donc voilà, donc c'est très large et j'ai pas de solution miracle malheureusement. Si quelqu'un veut rajouter. Il y a le monsieur avec le t-shirt vert, désespérément en fait, je le vois lever la voilà, main. normalement, il doit dire qu'il reste presque 5 minutes, c'est ça? Si on a le temps, on finit à 45. Ah super. Si il reste 5 minutes. Donc en fait, moi je vais juste faire la synthèse de ce que vous avez tout dit. Il y a eu des choses très intéressantes, merci. Et vous avez notamment répondu à la moitié de ma question, parce que j'avais une double question, vous avez répondu à la moitié avec le monsieur juste avant. En fait, donc je vais rebondir sur ce qu'a dit Madame Elisabeth Chongui. Elle a parlé brièvement d'un buddy, et ça c'est génial comme concept. Par contre, il y a 2 biais par rapport à ça. C'est que là, dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, en fait, vous parlez de méthodes d'accompagnement et de personnes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, on est dans un cadre où on peut faire du télétravail, ce qui n'est pas le cas dans tous les travails, donc notamment dans ma branche qui est la logistique. Pas toujours. Et il y a un deuxième problème, c'est le budget. C'est-à-dire que là, on s'adresse aussi, Orange, c'est une très grosse boîte, etc., d'autres boîtes avec des troncs de bureau. Mais il y a plein de PME et des choses comme ça qui ont vraiment besoin d'un accompagnement. Donc voilà, en gros, ma question, c'était ça. Donc vous avez répondu notamment par rapport à l'accompagnement si les PME veulent avoir... Juste au passage, voilà. Vous pouvez, la GFIP, elle intervient pour toute taille d'entreprise, même les plus petites, même celles qui ne contribuent pas à la GFIP. L'objectif, c'est de couvrir le besoin. Donc, vous avez un besoin, votre entreprise a un besoin, vous pouvez faire appel à nous. Vous passez directement par le réseau Cap Emploi, ou par Pôle Emploi, ou par votre médecin du travail, ou par qui vous voulez. Vous avez un site agfip.asso.fr qui vous permet d'avoir plein d'informations. Et vous pourrez avoir des infos. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, je réponds volontiers. Voilà. Je rebondis aussi sur un point que vous avez notamment dit, Madame Bustrel, justement sur... oui, non, parce que moi, je suis modérateur, j'ai les noms. Donc voilà. Non, mais justement, je vous pose des questions pièges parce que c'est intéressant d'évaluer tout le pan. Essaye de me piéger. Non, pas de vous piéger, mais au moins de faire revenir les thèmes intéressants. Tout à l'heure, vous avez parlé sur le danger justement de ne pas forcément dire des solutions, donc notamment dans ma branche pour les dyslexiques, où il y a beaucoup de normes de sécurité. Donc les gens doivent absolument être informés, au moins les RH ou un manager doit être informé qu'il a un problème de lecture des normes de consigne, ou alors justement, c'est pour ça que je voulais parler des buddies, comment on peut avoir la possibilité d'avoir un buddies, et notamment dans les PME. C'était ma question finale. Voilà. Alors ça, je ne sais pas, parce que finalement, je pense qu'on n'a jamais testé le buddy avec un 10. Mais un buddy 10, ça serait pas mal. Ou un 10 buddy, je ne sais pas. Et non, mais je trouve que sur les 10, je crois qu'on est très, très en retard. Nous, on accompagne depuis un petit moment un dispositif qui s'appelle Adulteam, qui permet justement de travailler justement sur les 10. Parce que voilà, il y a vraiment beaucoup à faire dans la diversité des 10, quoi. Et dans la multiplicité, parfois, voilà, il y a plusieurs facteurs, parfois plusieurs 10, on va dire, cumulés. Moi, il me semble que ce qui est important, c'est effectivement de veiller, je le dis toujours, on peut se taire jusqu'au moment où on est en risque et en danger. Et la question de la santé et sécurité au travail, c'est quand même l'essentiel pour vous et pour les autres, parce qu'on peut se mettre soi-même en danger et les autres. Donc c'est vraiment le b.a.-ba. Puis après, imaginer, innover, proposer des nouvelles possibilités, ben, pourquoi pas? Je veux dire, ça se travaille dans l'entreprise, ça se tente. Ça se tente. Et du coup, il faut aussi former les RH pour...
Alors ça effectivement, j'aimerais pas être RH, je fais exprès la boutade, mais il y a tellement de possibilités, de solutions qui sont là sous la main que il faut se former clairement parce que le nombre d'aides disponibles, il est juste impressionnant. Exactement. Voilà. Et puis ça permet de faire la transition, trop bien. On repart sur l'entreprise, comme ça on donne le mot de la fin. À Orange, à Madame Tchoungi. Quel sens du timing. Alors, mot de la fin, j'ai pas très fort. C'est difficile, hein, après toutes ces interventions très riches, hein, de conclure. Alors, ce que je retiens finalement, c'est, on l'a dit, pour atteindre ce modèle universaliste dont on a tous envie, ce modèle, Kevin, on voit bien que c'est l'affaire vraiment de l'engagement de tous, hein, les entreprises, les structures d'accompagnement, la recherche, l'université, les pouvoirs publics. Et je terminerai juste par un témoignage personnel. Mon fils aîné est autiste Asperger et à 4 ans et demi, 5 ans et demi, au moment d'entrer au CP, un médecin fou m'a expliqué qu'il était incapable d'apprendre à lire et à écrire et qu'en gros, il fallait le mettre en hôpital psychiatrique. Bon, j'ai refusé cette sentence. Résultat des courses, aujourd'hui, il a 13 ans, il entre en 3e, il va passer son brevet avec les aménagements adaptés. Il a des difficultés, il a une auxiliaire de vie scolaire, il a aussi des talents, je ne sais pas à quoi ça va lui servir. Par exemple, si vous lui donnez votre date de naissance, il va vous répondre du tac au tac le jour de la semaine où vous êtes né. Donc, je ne sais pas à quoi ça lui servira. Mais, enfin, tout ça pour dire, je raconte cela pourquoi. Mais ça lui servira. Mais pourquoi je raconte cela? C'est parce que toutes ces personnes neurodiverses, il faut vous dire que depuis qu'elles sont toutes petites, on veut les mettre à l'écart. On veut les sortir du système parce qu'elles sont hors cadre. Et donc, elles s'accrochent. Et puis, il y a comme ça des jalons qui sont difficiles. La scolarisation, ensuite les études, ensuite taux de chômage effroyable à la sortie des études de 80% parfois. Donc, quand ces personnes arrivent dans le monde de l'entreprise, eh bien, vous pouvez vous dire que ce sont des warriors. Parce qu'une résilience, une capacité d'adaptation, comme tu l'as dit, Justine, ce sont des trésors pour l'entreprise. Alors, il faut aller les débusquer, il faut aller les valoriser, parce que c'est tout le collectif et toute la diversité qui en profite. Voilà, merci. J'ai pas besoin de fermer, de finir cette table ronde. Tout est dit. Merci beaucoup à tous. Je crois qu'on a à la fin, il y a un petit diaporama de fin de journée à venir. Je passe les slides, on m'a demandé de mettre ça, voilà. Et à l'année prochaine avec tous les partenaires, voilà. Merci à tous.